Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de QG dans ce 12e épisode de l'Explication, l'émission de débat, de clash et de pensée que j'anime aux côtés de François Bégodeau. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Liogier, philosophe et sociologue, professeur des universités à Sciences Po Aix et chercheur au Sophiapol de Paris-Nanterre. Auteur d'une œuvre déjà très conséquente consacrée aux grandes fractures spirituelles, technologiques et médiatiques de notre époque, il publie au Lien qui libère Success, l'industrialisation du mensonge. La société du spectacle est une époque déjà révolue, y affirme-t-il. Nous sommes passés à une ère où l'anxiété de l'effondrement imminent a définitivement remplacé le goût de l'avenir, où les humains tentent à devenir des profils statistiquement gérés par grande masse algorithmique. Une époque si violente psychiquement que le mensonge intégral à soi-même et aux autres y est devenu indispensable au fonctionnement général. Mais qu'est-ce qui a à ce point changé au fond ? La condition de l'homme, cet être vers la mort, pour reprendre les mots d'Heidegger, a-t-elle décisivement évolué au fil du temps ? Nous sommes ici ce soir pour une discussion de fond, vous l'aurez compris. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Je me réjouis de vous recevoir dans l'explication. Merci. Et bonsoir François. Bonsoir Aude. C'est notre deuxième philosophe depuis le lancement de l'explication. C'est pas assez, il faut qu'on multiplie les philosophes. Absolument. Ouais. Le premier était Jacques Rancière. Tout simplement. Lors de la toute première, ça va nous permettre d'aller ce soir loin des rives de la politique et de ses combats de boue. Tout à fait. Je l'espère. Alors ma première question, peut-être pour lancer cette discussion, Raphaël, elle était un petit peu contenue dans ma présentation de votre livre Success. Qu'est-ce qui a vraiment changé au fond depuis ce que Debord appelait le spectaculaire intégré ? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nouveaux concepts pour penser l'époque présente ? Alors moi je crois que la grande bifurcation, elle a commencé au XIXe siècle. C'est une première phase, parce que la logique du success, elle existe déjà, mais elle existe déjà dans une forme plus directe. Par exemple, même la colonisation, c'est une manière de mettre en spectacle son succès vis-à-vis de l'appropriation de l'autre, l'appropriation de la matière. Enfin, il y a une grande stratégie d'appropriation. Il y a déjà une stratégie de ce que j'appelle le refoulement de l'angoisse du vide. La deuxième phase, finalement, c'est la phase du show business, c'est-à-dire que l'ensemble du monde finit par devenir une sorte de show, d'illusion projetée. D'ailleurs, le marché devient lui-même un marché de dupes. C'est plus un marché même classique comme on le trouve au XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle aussi le néolibéralisme finalement. C'est cette espèce de nouvelle mise en scène, avec une mise en scène justement de la liberté, d'expression de la liberté, mais on n'est pas du tout à la hauteur puisque c'est au contraire un système de plus en plus régulé. Et à la fin du XXe siècle, là effectivement, on entre dans une nouvelle phase de ce système du refoulement. J'allais dire c'est la phase ultime, la phase dépassée, comme on parle d'un coma dépassé. Et cette phase, c'est ça qui a changé, je pense, c'est ce que j'appelle le corrélationnisme. Et le corrélationnisme, c'est que les individus et même les objets, mais les individus en priorité, deviennent eux-mêmes des profils statistiques. C'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes des profils statistiques, mais à un niveau peut-être que même Michel Foucault n'aurait pas imaginé. C'est-à-dire qu'ils s'autocontrôlent, ils s'autoprofilent, ils s'auto-exploitent, et ils se gèrent eux-mêmes comme des profits à exploiter et des profits d'exploitants, d'une façon généralisée. Et tout cela, co-géré par l'intelligence artificielle, qui est la source d'un enthousiasme sans mesure et en même temps d'une anxiété sans mesure, à la fois de divinisation et de peur. Oui, c'est la question qui se pose pratiquement à toutes les pages quand on vous lit, quand on lit ce livre qui est très nourrissant et très, très dense. C'est un peu la question qu'a posée Aude. C'est quoi de neuf, quoi de nouveau ? Qu'est-ce que vous apportez, je dirais, à la critique classique, alors, du libéralisme
En tout cas, pas exactement du libéralisme, parce que vous défendez le libéralisme originel, peut-être qu'on y reviendra. Attention, parce que Aude, la question de, si je me permets, la question de Aude portait sur la dernière phase. Oui, oui. Mais par contre, moi, je peux expliquer ce que j'apporte dans ce que je décris comme l'ensemble du cycle depuis le 19e siècle. D'accord, tout à fait. Mais vous aurez l'occasion de préciser. Mais c'est vrai que je me suis souvent dit qu'on avait des analyses qui sont un peu, je dirais, de type marxiste quand même, que vous récupérez, que vous recyclez, et vous faites bien, puisque ça reste un paradigme assez pertinent. Et en même temps, vous ferraillez un petit peu contre le matérialisme tout court, et notamment le matérialisme dialectique, le matérialisme, voilà, que vous... Pour qu'à mon avis, je trouve que vous avez tendance à réduire le matérialisme marxiste à un matérialisme assez scientifique. C'est là-dessus que j'ai mis d'ailleurs, j'ai mis la page ici pour pouvoir m'expliquer dans le détail. Non, mais parce que si vous voulez, c'est pas que je veuille défendre. J'ai fait un peu mon travail ensuite avant. Non, mais je suis pas le gardien du temple du marxisme, loin de là. Mais il me semble que dans la constellation marxiste, le marxisme très scientifique et à prétention scientifique avec lequel vous frictionnez a très largement disparu. Alors peut-être que vous me direz le contraire, peut-être que vous tombez encore sur des marxistes ultra-orthodoxes qui considèrent que le marxisme est une science. Ça, j'aimerais bien parler de ça en particulier, justement. Parce que ça fait partie de ce que j'appelle l'assemblance. Peut-être sans doute ceux qui font comme s'ils n'étaient pas matérialistes. On va en parler en détail, on a tout le temps. Non, mais là, je parle pas. Je pense que le marxisme reste un matérialisme. Ça, vraiment, absolument. Et on aura l'occasion d'en parler. Là, je parlais vraiment d'un scientisme marxiste qui me paraît très largement caduc et périmé, en tout cas, y compris chez les chercheurs marxistes, enfin, de base. Donc, voilà, vous liquidez quelque chose qui, à mon avis, est déjà liquidé. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir dans le réel même, ce que vous élucidez, parce que votre livre essaie d'éclairer l'état du monde, et je pense que c'est la première fonction de la philosophie, donc merci pour ça. Et je me disais, mais oui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qu'il arrive à débusquer, ou est-ce qu'il arrive à saisir ? Bon, vous parlez de nouveau par exemple, cette histoire de comptabilité, c'est-à-dire qu'une espèce, nous sommes le règne de la quantification à la base. Tout est comptable, tout doit être compté, notre valeur est purement comptable, et on a perdu de vue quelque chose qui n'est pas comptabilisable, à savoir la qualité. Et ce que vous dites, c'est pratiquement votre concept clé, c'est que ce qu'on connaît maintenant, c'est une espèce de qualitatisation de la quantité. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on appelle qualité ne serait qu'une espèce de stade ultime de la quantification. Alors, vu comme ça, c'est un tout petit peu abstrait, et on va prendre des exemples, mais moi je me disais, mais en fait c'est déjà au travail dans l'analyse, disais, classiquement marxiste, à savoir que la valeur de quelque chose sur le marché n'a jamais eu d'autre valeur que ce que le marché veut bien lui donner comme valeur. Ça a toujours été ça, c'est-à-dire que un produit sur le marché, il a d'abord de la valeur dans la mesure où il se vend, par cet effet que vous appelez... C'est beaucoup de choses. Moi, je suis en train d'essayer de comptabiliser toutes les réponses. Vous appelez... Oui, mais je vais venir à ma question plus précisément. Vous appelez ça la circulation de la valeur. Bon, mais oui, c'est la valeur qui crée de la valeur. Évidemment, l'exemple toujours ultime que vous reprenez à votre compte, et assez brillamment, je dirais, même si on a déjà lu des trucs un peu semblables, c'est évidemment l'art contemporain. Je veux dire, dont la valeur de l'œuvre est elle-même espèce d'objet de spéculation, et elle devient elle-même un actif financier. Très bien. Mais moi, je me disais que votre livre, finalement, et c'est un petit peu, en vous écoutant, nous donner la phase récente, la nouvelle phase qui a commencé, dites-vous, à la fin du XXe siècle. En fait, j'ai l'impression que c'est le marxisme plus le numérique, non ? Il me semble que ce dont vous parlez, cette espèce d'auto-quantification des individus, c'est un peu les vues sur Internet, sur YouTube, c'est les likes sur Facebook, fut un temps. C'est de ça que vous nous parlez. En fait, c'est une espèce de remise à jour numérique du marxisme. C'est comme ça que je l'ai vu. Et pour l'instant, je laisse tomber votre friction avec le matérialisme. Est-ce que c'est vraiment une lecture qui vous paraît réductrice ? Oui, si je dois dire. Je m'en doute. La version courte, c'est oui. Et d'abord parce que on ne peut pas, pour répondre à votre question, laisser de côté pour plus tard mon problème avec le matérialisme. Oui. Puisqu'en fait, c'est ça qui va me permettre de répondre. Donc j'en suis désolé, je suis obligé. D'accord. Parce que, au fond, ce que je reproche à un certain nombre de penseurs marxistes ou même néo-marxistes que je mets dans le même sac, mais là pour un intérêt heuristique, méthodologique, que je mets dans le même sac que les positivistes, ceux qui ne voient que matière, qui disent que en face de nous, ce que l'on perçoit, c'est une table, c'est la matière en soi, c'est vraiment la matière en soi, c'est finalement de fonctionner dans un système où tout est matériel, c'est-à-dire tout est mécanique et tout est déterminé. Mais comme effectivement, en même temps, on ne peut pas prôner la libération, ne serait-ce que la libération de l'homme, si on présuppose que tout est absolument déterminé, puisque le mot même de liberté, dans libération, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas déterminé.
Ça veut juste dire ça. C'est très contestable, mais je vais répondre. Ah ben, allons-y, mais Je parce pense que le nœud est là. Bah oui, mais justement, c'est pour ça que j'avais besoin de dire ça. C'est-à-dire que si on considère que l'univers est entièrement mécanique, c'est-à-dire que c'est des ensembles de causes et d'effets, qu'elles soient complexes ou non, parce qu'aujourd'hui, il y a l'enfumage de la complexité que je critique. Je dis sous prétexte que c'est complexe, c'est comme John Searle en philosophie de l'esprit, on finit par dire je suis pas positiviste, je considère que tout est matériel, mais quand même pas matériel. Je veux dire, il faut savoir, camarade. Je veux dire, si les objets sont entièrement matériels, c'est-à-dire passifs, c'est-à-dire l'objet de causes qui leur sont extérieures, d'accord, par quel processus vous permettez de dire qu'à un moment donné, il y aurait complexification, il y aurait un retournement, il y a cette idée d'état émergent à laquelle je me suis beaucoup intéressé dans d'autres travaux. À un moment donné, pof, ça constituerait quelque chose qui devient actif par effet de nombre, par intensification, jusqu'à l'idée que c'est l'intensification des réseaux neuronaux qui produirait la pensée, jusqu'à l'idée en sciences politiques contemporaines ou même une forme de sociologie de la complexité, qu'à partir du moment où on a un collectif avec une certaine intensité, d'un seul coup, on passe à une autre réalité avec d'autres lois, etc. Donc ça déjà, à la base, je veux dire, épistémologiquement, même dans la vision des choses, je le conteste. Ce qui me pose problème, finalement, c'est pas les gens qui disent directement il n'y a que matière. C'est ceux qui se rendent compte, en fait, qu'il y a, comme Searle ou comme certains néo-marxistes, qu'il y a un problème dans le fait de dire que tout est mécanique et le fait de dire qu'en même temps, on peut être libre à un certain niveau. Et donc, comme ils se rendent compte qu'il y a un problème, ils floutent la chose en inventant une sorte de même complexité presque lingagière. Je le trouve chez Habermas, que je critique, qui se veut marxiste, mais qui en même temps prône une forme de subjectivité, c'est intersubjectif, il parle de l'horizon de mutualité, il dit on n'est pas libre. Parce que c'est de l'enfumage. Et donc ce que je remets en cause, c'est que finalement, ce qui a l'air d'être une démarche rationnelle et intellectuelle, censée justifier la liberté, tout en disant on est entièrement matérialiste, en réalité c'est une démarche qui est floue au mieux, en réalité schizoïde. C'est-à-dire qui fait semblant de dénoncer un certain nombre de choses auxquelles on ne peut pas croire, c'est-à-dire en gros ce qu'on ne peut pas croire c'est la liberté, etc. Et donc finalement, même les intellectuels dans mon idée font le jeu de cette loi générale implicite de la seule chose qui compte, c'est l'exhibition la plus massive, et c'est de faire semblant de croire à des principes, l'important c'est d'intensifier l'exhibition. C'est ça ma critique principale, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que je parle de qualitatisation. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, pour moi, c'est pas la quantification, on a toujours quantifié, c'est le fait de se faire croire qu'on fabrique des qualités, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas quantifiable, avec des quantités. Je pense que vous faites une critique idéaliste du matérialisme et vous plaquez sur le matérialisme des choses idéalistes. Donc vous arrivez à une critique idéaliste du matérialisme, ça, démontrer ce que vous voulez. Moi, je peux démontrer exactement l'inverse. Allons-y. Et je pense que tant qu'à parler avec des matérialistes déclarés, conséquent, il fallait vraiment que vous fassiez un livre sur Gilles Deleuze. Parce que Gilles Deleuze, c'est tout ça. C'est comment résoudre l'apparente contradiction pour un idéaliste que si tout est matière, et non pas tout est mécanique. Attention, mais moi je suis deleuzien, donc je veux bien qu'on en parle. Il ne faut pas qu'on s'interrompe oui. parce que là on est sur du dur. Vous avez raison, vous avez raison. Un petit peu de méthode. Je vais essayer d'être court, mais il me faut un peu de... D'accord. Encore une fois, moi je ne pensais pas aller là-dedans. Moi je pensais essayer dans notre dialogue de remettre un peu sur terre votre livre. Parce que moi, je suis plutôt un anti-philosophe. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la philosophie. Ça veut dire que je suis plutôt constitué intellectuellement du côté de l'anti-philosophie. Ce qui serait, par exemple, à mon avis, auquel appartiennent des gens comme Foucault ou Rancière, ou des choses comme ça. Ou Nietzsche. Ou peut-être Marx. Mais précisément, on essaie toujours de remettre l'idéalisme sur ses pieds. Donc en fait, on n'a pas dit... déjà de dire que le matérialisme est mécaniste, c'est faux. Il y a tout un matérialisme qui n'est pas mécaniste. En revanche, de dire que tout est matière. Mais dans la matière, il y a précisément cette espèce de complexité. Oui, de la matière, il y a des jeux de connexion qui font que de la matière peut ressortir un certain nombre de... Vous appelez ça des principes, mais ce n'est pas des principes, c'est des désirs. Par exemple, revenons à des choses très simples. Un esclave, il est enchaîné. Son corps ressent qu'il est enchaîné, qu'il est donc contraint. Son corps le ressent. C'est un corps
C'est un corps avec du cerveau, de la pensée, des sensations. Ça s'appelle un être humain. Et il ressent qu'il étouffe dans cette condition d'esclave qu'on lui a imposée. Et c'est comme ça que son corps va concevoir le désir de s'émanciper de ses chaînes. C'est pas un principe de liberté. Ça, c'est les intellectuels qui nomment les choses. Et peut-être qu'on en a besoin. Et du coup, il y a des principes et des valeurs. Mais ça marche pas comme ça dans le réel. Je veux dire, des gens peuvent, dans le fil même des sensations qui sont les leurs, mixer à des mots, à des paroles, à des pensées, tu vois, concevoir quelque chose que peut-être une situation pourrait être plus désirable qu'une autre. Et c'est comme ça que ça produit de l'histoire. On n'a pas du tout besoin, enfin, je veux dire, ne considérez pas qu'on ait absolument besoin de principes pour agir. Ça, c'est votre idéalisme de fond. Mais précisément, le matérialisme abolit tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la critique que vous faites du matérialisme, elle paraît très très largement injuste parce qu'elle est en méconnaissance de cause des productions matérialistes, notamment, je parlais de Deleuze parce que c'est vraiment lui qui s'est coltiné ce sujet-là. Comment expliquer, alors que tout est immanence, que de temps en temps, précisément les hommes avancent, les humains avancent, et il est passé plutôt par le cerveau, par la multiplicité des connexions cérébrales, qui crée effectivement une complexité où peuvent apparaître des choses bizarres, des choses tordues comme des œuvres d'art, comme des impulsions politiques.